Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News, vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies se prépare à une réunion décisive sur le dossier du Sahara occidental, le Front Polisario, fidèle à sa mission de défense des droits du peuple sahraoui, a réitéré sa détermination à obtenir l'autodétermination du peuple sahraoui sous occupation coloniale marocaine. Par le biais de son secrétaire général et président Brahim Ghali, le Front Polisario a adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU contenant la proposition élargie intitulée, je cite, « Proposition du Front Polisario pour une solution politique mutuelle acceptable prévoyant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental et le rétablissement de la paix et de la stabilité régionale ». Dans cette démarche, le Front Polisario réaffirme son engagement à respecter le droit international, notamment les résolutions de l'ONU et les principes de l'Union africaine dont il est membre fondateur. Mais cette initiative va au-delà des simples paroles. C'est un appel clair à la communauté internationale pour qu'elle cesse de fermer les yeux sur l'injustice historique imposée par l'occupation marocaine et son soutien tacite des grandes puissances impériales. L'ONU, en dépit des résolutions répétées, n'a jamais réussi à garantir l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette proposition en est une réponse directe, une feuille de route solide fondée sur des principes indiscutables du droit international, affirmant sans ambiguïté que la souveraineté sahraoui est non négociable. Le Front Polisario appelle de toute urgence à la fin du statu quo colonial, exigeant que le Maroc cesse de se cacher derrière des prétextes de négociation pour maintenir son occupation illégale. L'heure est désormais à la mobilisation collective pour respecter le droit international et mettre fin à la complicité des grandes puissances dont les intérêts stratégiques continuent d'alimenter cette injustice. Avec cette proposition, le Front Polisario réaffirme sa volonté et la volonté du peuple sahraoui fort de son droit à la liberté et à l'autodétermination, de reprendre ou de prendre son destin en main, loin des cancans imposés par les puissances étrangères. Madame, Monsieur, les cadres posés Cap sur l'Afrique ce soir se penchent également sur le dossier sahraoui, un dossier qui connaît depuis quelques semaines des bouleversements sans précédent. Installez-vous confortablement, on revient dans un court instant. Et pour revenir sur le dossier sahraoui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Bassam Laredj, expert en droit international connu pour ses analyses approfondies des enjeux géopolitiques internationaux, notamment dans le cadre des conflits et des guerres hégémoniques. Bonsoir Bassam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous recevoir. J'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir d'un autre habitué des plateaux d'Al24 News, Yefri Benzarga, membre actif du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui. Un engagement qui fait de vous un acteur défenseur de la cause sahraoui, travaillant sur la sensibilisation des publics européens aux enjeux de l'autodétermination du peuple sahraoui et à la fin de l'occupation. Vous êtes également un défenseur ardu des droits humains. Merci Yefri Benzarga, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alfred et merci à vous pour cette invitation. Alors, ma première question, messieurs, déjà d'abord, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Et ma question sera adressée aux deux et je commence avec vous, Yefri Benzarga. Yefri Benzarga, comme je le disais à l'instant, vous êtes un ami, si je peux me permettre cette expression, un ami du peuple sahraoui. Vous êtes un défenseur ardu des droits humains. Comment est-ce que vous avez accueilli la proposition du président sahraoui, président du Front Polisario, qui consiste à aller vers une proposition élargie pour une solution définitive et durable pour le conflit au Sahara occidental? Merci pour votre invitation, ami de la cause sahraoui, parce que cela fait partie de mon ADN en tant qu'Algérien d'être ami de tous les peuples qui veulent l'autodétermination et qui veulent la liberté et l'indépendance pour leur pays. Et donc c'est dans l'ADN des Algériens et en tant qu'Algérien, c'est normal d'être ami de cette cause comme de la cause palestinienne et d'autres causes. Pour revenir plus en approfondi par rapport à votre question, on le voit clairement et totalement que le Front Polisario est dans une démarche d'ouverture, dans une démarche positive pour aller de l'avant. C'est-à-dire que le Front Polisario, il est en train de mettre le Maroc face à ses propres contradictions, puisque le Front Polisario, il est ouvert au dialogue et d'ailleurs, il ne demande que ça, des négociations directes avec le Maroc pour résoudre ce conflit. Bien entendu,
il ne faut pas oublier que le cessez-le-feu en 1991 a été signé à une seule condition, et il faut le rappeler et le répéter, c'est l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. D'ailleurs, l'acronyme de la MUNURSO, c'est bien. Il y a le fameux R de référendum. Exactement, international des Nations Unies pour un référendum au Sahara occidental. Bien entendu, le Maroc a sorti du chapeau cette proposition d'autonomie chimérique dans ce dossier. Le Front Polisario, dans une démarche positive, avait dit d'accord, mais dans ce cas-là, il faudra inclure cette question dans le référendum, c'est-à-dire 3 questions qui seraient posées au peuple sahraoui. Premièrement, voulez-vous être indépendant, oui ou non? Voulez-vous être autonome sous domination marocaine, oui ou non? Ou voulez-vous faire partie intégrante du Royaume du Maroc, oui ou non? Donc là, on le voit quand même que le Front Polisario est dans une démarche de trouver une solution, dans une démarche positive. Mais le Maroc, on dirait qu'il a peur de ce fameux référendum. Donc, à un moment donné, il faudrait que le Maroc arrête avec ses contradictions, arrête cette fuite en avant et qu'il organise finalement ce référendum. D'ailleurs, en parlant de plan d'autonomie, ce plan qui a été sorti du chapeau, et on sait très bien de la part de qui ce plan a été soufflé, hein, c'est bien Nicolas Sarkozy qui a soufflé ce plan en 2007 au roi du Maroc. S'ils tiennent tant à donner une autonomie à un territoire qui ne leur appartient pas, moi je les invite à commencer d'abord par donner une autonomie au RIF qui est chez eux et qui le réclame depuis un certain nombre d'années. Donc il faudrait arrêter avec cette hypocrisie et ce 2 poids 2 mesures, et il faudrait trouver une solution juste et durable. Et le Front Polisario est en train de démontrer au monde entier qu'il est dans une démarche positive et dans une démarche de trouver une solution pacifique. Très bien, Ifri Benzaga, on va revenir plus en détail sur ce point des résolutions de l'ONU, de la MINURSO, mais aussi du référendum. Ce qui m'amène vers vous, Bassem Larej. Comme je le disais en introduction ou lorsque je vous ai présenté, vous êtes expert en droit international. D'un point de vue purement juridique et d'un point de vue du droit international, comment on peut lire cette proposition du président du Front Polisario ou même du président du Sahara occidental qui met en avant justement le droit international et qui met en avant les instances continentales, notamment l'Union africaine, dont je rappelle encore une fois, le Polisario est membre fondateur. Oui, cela renvoie directement au statut spécifique du territoire du Sahara occidental, qui, selon l'ONU, est un territoire non autonome et sur lequel un référendum d'autodétermination doit être organisé pour en déterminer finalement le statut final. Et la dernière proposition du président sahraoui rentre dans le cadre, en réalité, de cette volonté d'aller vers un règlement de ce conflit qui dure depuis des décennies à travers l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Et on sait dans ce cadre que, effectivement, comme l'a rappelé mon collègue, la mission de la MINURSO, c'est d'organiser ce fameux référendum qui tarde à venir en raison, en réalité, du refus des autorités marocaines d'organiser un. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve face à une situation, on va dire, difficile, dans le sens où finalement le Maroc s'est rétracté par rapport à ses engagements initiaux d'organiser ce référendum. Et bien évidemment, lorsqu'on organise un référendum d'autodétermination, on doit mettre sur la table la possibilité de l'indépendance. Et on voit aujourd'hui que le Maroc exclut totalement cette possibilité, en basant son discours sur l'idée d'une autonomie une simple autonomie pour ce territoire. Et ça serait la seule possibilité que le Maroc offrirait aux Sahraouis aujourd'hui. Très bien, on va revenir justement sur ces craintes du Maroc d'organiser aujourd'hui un référendum concernant l'avenir du peuple sahraoui et son droit inaliénable à l'autodétermination. Je viens vers vous, Yefri Benzerga. On voit dans cette proposition du président du Front Polisario un attachement réel au droit international. Dans le cas échéant, dans les cadres des relations internationales aujourd'hui, avoir un tel attachement au droit international est difficile. On l'a vu avec ces droits de veto, ces fameux droits de veto américains concernant le destin des Razaouis en proie à un génocide. On voit le 2 poids 2 mesures. Qu'est-ce que nous dit justement cet attachement viscéral du Front Polisario, du peuple sahraoui au droit international, de la psychologie du peuple sahraoui et de ses dirigeants?
En fait, je pense que ceux qui n'ont toujours pas compris que le peuple sahraoui est attaché viscéralement et vitalement à son droit d'exercer son droit à l'autodétermination n'ont rien compris. C'est-à-dire que le peuple sahraoui aujourd'hui, les antichambres qui donnent des conseils au Maroc et qui conseillent le Maroc sur cette question-là, n'ont toujours pas compris que le peuple sahraoui est déterminé. Ils peuvent changer la réalité, ils peuvent changer ce qu'ils veulent, ils ne changeront pas un fait. C'est l'attachement viscéral du peuple sahraoui pour son indépendance et pour sa liberté. Et d'ailleurs, le peuple sahraoui ne demande qu'à ça. Et puis, il faut rappeler qu'il y a des faits. Les faits sont là. C'est-à-dire qu'il y a un droit international. Un droit international qui donne au peuple sahraoui toute sa légitimité, qui donne aussi au Front Polisario toute sa légitimité, puisque le Front Polisario, dans le droit international, il est reconnu comme étant la seule instance et le seul représentant du peuple sahraoui. On l'a vu notamment lors du dernier procès contre l'Union européenne, où la Cour européenne a donné gain de cause au Front Polisario comme étant le seul représentant du peuple sahraoui, et en lui donnant raison sur l'accord de pêche Union européenne et Maroc, c'est-à-dire où le tribunal européen dit clairement que le Maroc est un territoire séparé du Sahara occidental, ce sont deux peuples différents, etc. Il y a aussi un autre fait sur le terrain, c'est-à-dire la répression quotidienne des manifestants qui réclament l'indépendance au Sahara occidental. Il y a aussi la marginalisation économique des Sahraouis qui sont sous domination marocaine sur place. Et puis, il y a aussi, il faut le rappeler, ne pas les oublier, les détentions déplorables et inhumaines des prisonniers de Gdeim-Izik. Et donc, le Maroc, bien entendu, réfute ces accusations, et ça, c'est des accusations qui sont dans des rapports de l'ONU. Et le Maroc réfute ces accusations en mettant en avant, bien entendu, ses propres mécanismes des droits humains. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer de ces organismes ou ces mécanismes de droits humains marocains, puisque où étaient ces mécanismes de droits humains marocains quand il y avait l'affaire de la prison de Tazmamalt? Où est-ce qu'ils sont dans l'affaire de Zefzafi? Où est-ce qu'ils sont dans l'affaire des victimes des intempéries du Haouz? Où est-ce qu'ils sont ces organismes marocains des droits humains quand il s'agit des manifestations des Marocains contre la vie chère et pour une éducation et une santé pour tous? Donc à un moment donné, il va falloir que le régime marocain cesse un petit peu avec ces agissements et cette agitation pour essayer de masquer la réalité du terrain et d'abord de s'occuper de sa propre population. Parce que la population sahraoui, le peuple sahraoui, et notamment les réfugiés sahraouis qui, eux, sont dans les camps de réfugiés à Tindouf, et leurs compatriotes qui sont sous la domination, ne veulent qu'une chose, ils ne sont attachés qu'à une chose, c'est l'exercice de leur droit à l'autodétermination. Le droit international leur garantit, la MINURSO est là pour mettre en œuvre ce référendum, et il faut enfin qu'ils s'expriment pour leur indépendance. Très bien, Ifri Benzerga. Je viens vers vous, Bassem. La région va parler justement des résolutions de l'ONU, de la MINURSO et du fameux référendum. Aujourd'hui, nous savons depuis 1991, l'ONU a mis en place cette mission qui est censée accompagner le peuple sahraoui pour parvenir à un référendum. Sauf qu'il y a déjà, c'est la seule mission de l'ONU qui ne contient pas de mission d'observation des droits humains. Et comme vient de le préciser Ifri Benzerga, la violation des droits des Sahraouis est réelle, que ce soit dans les territoires occupés, les violations à l'encontre des femmes, l'utilisation du viol comme arme de guerre, et j'en passe, l'ensemble des répressions dont est victime le peuple sahraoui, les prisonniers politiques. Mais aujourd'hui, même le référendum qu'elle était censée accompagner depuis 1991 et la signature du cessez-le-feu qui a été violé en 2020 par l'occupant marocain, finalement, sur quelle base juridique se base aujourd'hui la MINURSO et comment est-ce qu'elle est en train de fonctionner? Et est-ce qu'elle n'est pas en train d'entretenir un certain statu quo colonial qu'entretiennent délicatement la puissance occupante et ses complices occidentaux? Effectivement, comme vous venez de le dire, la question des droits de l'homme ne fait pas partie du mandat de la MINURSO, même si c'est... Pourquoi elle ne fait pas partie? Permettez-moi, je profite du fait que vous soyez expert en droit international pour avoir la réponse. Pourquoi est-ce que la mission de maintien de paix et d'observation des droits humains ne fait pas partie de cette
de cette mission, alors que beaucoup d'ONG, d'organisations internationales onusiennes parlent de violation des droits humains? Tout simplement parce que des membres permanents, certains membres permanents du Conseil de sécurité qui ont des positions proches du Maroc, en tout cas qui soutiennent le Maroc soit directement, soit indirectement, ont systématiquement bloqué la possibilité d'intégrer cette question dans le cadre des missions de la MINURSO. C'est quelque chose qui revient annuellement, pratiquement, à l'occasion du renouvellement de la mission de la MINURSO. Et ces dernières années, on a vu certains États qui ont membres permanents, bien évidemment, qui ont le droit de veto, qui ont bloqué cette possibilité d'intégrer la question des droits de l'homme pour ne pas froisser l'allié marocain. Donc ça, c'est une question, comme je disais, qui se pose de manière récurrente au sein du Conseil de sécurité et qui pose effectivement problème par rapport à la mission des autres missions de l'Organisation des Nations Unies qui ont pour mission d'encadrer la paix sur le plan international. Et on voit systématiquement l'intégration de cette question des droits de l'homme. Et aujourd'hui se pose également, on arrive à la fin du mois au renouvellement de la mission de la MINURSO, et on voit qu'il y a tout un débat au sein du Conseil de sécurité et beaucoup de rumeurs qui circulent aujourd'hui sur le contenu de la mission de la MINURSO. On parle même est-ce que cette mission soit renouvelée. Et donc, ce qui pose également problème, effectivement, comme vous l'avez soulevé, depuis de nombreux d'années que cette mission a été mise en place, depuis 91. Donc, ça fait quand même plusieurs décennies. Finalement, elle n'a pas pu concrétiser la mission pour laquelle elle a été mise en place en raison des blocages, et notamment des blocages des autorités marocaines par rapport à l'organisation du référendum, qui a été rejeté de manière catégorique, en tout cas pour ce qui est de la partie liée à la proposition de l'indépendance, qui a été rejetée catégoriquement par le souverain marocain. Donc, ce qui vient en finalité remettre en cause même la mission elle-même de la MINURSO, et la raison pour laquelle elle a été mise en place. Alors que le cadre juridique a été mis en place par l'ONU via ses résolutions, le territoire du Sahara occidental est reconnu comme étant un territoire non autonome. Et puis la 4e commission, qui est une des commissions de l'Assemblée générale des Nations unies, a reconnu le cadre juridique de la décolonisation et du Sahara occidental. N'est-ce pas, Bessem? Mais ma question étant, avec l'ensemble des réalités juridiques que nous avons aujourd'hui sur le terrain et l'ONU qui s'est exprimée, qu'est-ce qui bloque finalement au Conseil de sécurité et quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place, joint justement à cet appel du président sahraoui de respecter le droit international? Quelles sont les clés qui s'offrent aujourd'hui entre les mains du Front Polisario, du peuple sahraoui, pour pouvoir justement parvenir à l'autodétermination du peuple sahraoui et à des négociations où leurs droits sont protégés? Parce qu'il faut rappeler, Biefri Benzergal l'a rappelé tout à l'heure, même au sein de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a statué là-dessus. L'ensemble, donc, ce qui donne l'ensemble des juridictions internationales statue en faveur du peuple sahraoui. Non, effectivement, le droit international sur cette question est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté, notamment depuis l'avis consultatif de la Cour internationale de justice par rapport au statut du Sahara occidental, dans lequel elle a dit clairement que ce territoire était distinct du territoire marocain, et la Cour de justice de l'Union européenne n'a fait qu'appliquer ce principe. Et là, on voit en réalité l'opposition qui peut exister sur le plan international entre le niveau juridique et le niveau politique, on va dire. Sur le plan juridique, effectivement, du droit international, la question du Sahara occidental doit être réglée par un référendum d'autodétermination. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question qui devrait permettre au peuple sahraoui de s'exprimer d'une manière libre pour déterminer son avenir, et comme l'a rappelé mon camarade, soit en devenant un État à part entière, donc indépendant, soit en acceptant d'être intégré au territoire marocain, soit en acceptant un statut particulier qui est celui de l'autonomie. Donc ça, c'est le droit. Malheureusement, sur le plan international, et on le voit tous les jours, en réalité, dans d'autres conflits, il y a la dimension politique et les rapports de force sur le plan international, et ce fameux
droit de veto qui est entre les membres membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont au nombre de 5, et en réalité, c'est eux finalement qui vont d'une manière directe valider le droit international et pousser à l'application du droit international, ou à l'inverse, lorsqu'ils utilisent le droit de veto, finalement bloquer l'application du droit international. Et aujourd'hui, par rapport à votre question, ce qui bloque l'exécution concrète et l'application de ce principe d'autodétermination, c'est un certain nombre d'États membres permanents du Conseil de sécurité qui ont ce droit de veto et qui soutiennent de manière indirecte, parce qu'ils ont des liens, on va dire, historiques avec le Maroc. C'est un allié historique par rapport à l'Occident. Ça, c'est aussi une autre question. Et on voit que certains États, que ce soit la France notamment, de manière assez récente, en tout cas de manière officielle, ou les États-Unis, qui finalement ne font pas de pression sur le Maroc pour le pousser à appliquer finalement le droit international. Et au contraire, lorsqu'ils apportent leur soutien à la thèse de l'autodétermination, donc à la proposition marocaine, ça vient remettre en cause carrément la mission de la MINURSO, et donc remettre en cause aussi indirectement et même directement le droit international. Très bien. Et donc on voit que c'est un problème en réalité de politique, c'est pas un problème juridique. Ce qui va me ramener à ma prochaine question. Je vais la garder bien au chaud, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, vous regardez Al24 News, plus précisément Cap sur l'Afrique. Et ce soir, Cap sur l'Afrique se penche également sur le dossier du Sahara occidental à la lumière de l'appel du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario dans une lettre ou dans une missive adressée au secrétaire général des Nations Unies pour une solution élargie de la question sahraoui. Bessem, donc je vous disais, j'ai une petite remarque sur votre question, mais je commence d'abord avec Yefri Benzerga. Yefri Benzerga, en gros, Bessem vient de nous expliquer finalement qu'il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques au sein du dossier sahraoui. C'est une épine dans le droit international. Ce qui me ramène à ma prochaine question. Il y a eu beaucoup d'allégations contre le Front Polisario. D'abord, il y a eu les think tanks marocains qui sont très puissants au sein de Washington, qui voulaient l'incriminer et le mettre comme organisation terroriste. Et puis il y a aussi le lobbying, marocain qui empêche la mise en place du droit international, qui accuse le Front Polisario de pratiquement tous les maux. Est-ce que tout cela n'est pas une stratégie, comme l'expliquait il y a quelques instants Bassem Larej, pour finalement presque noyer le dossier sahraoui dans des ambiguïtés qui n'ont absolument pas lieu, alors que le cadre juridique, on vient de l'expliquer, il est là et c'est les institutions internationales qui parlent. Bien entendu. Je vous rappelle juste que nos valeureux Chouhada et nos valeureux Moujahidines, durant la guerre de libération nationale, étaient accusés de terrorisme aussi. Et c'était des Moujahidines. Donc, et puis je rappellerai que c'est aussi grâce au Front Polisario et à l'armée de libération du peuple sahraoui qu'il n'y a pas de groupe terroriste dans cette région-là, dans ce coin-là. Et donc, c'est une injustice par rapport aux Sahraouis. Vous avez dit que c'était une épine au pied du droit international. C'est une injustice. On prend deux choses. On prend d'un côté le droit international et on prend de l'autre côté, on va dire, la réelle politique. Le droit international, si nous devions appliquer le droit international, le peuple sahraoui serait indépendant aujourd'hui, parce qu'il y aurait eu un référendum et parce que le peuple sahraoui étant de manière viscérale attaché à son droit à l'autodétermination, il aurait voté pour son indépendance. D'un autre côté, il faut quand même rappeler les choses et surtout contextualiser les choses. Aujourd'hui, plus rien n'appartient au Maroc, puisque le Maroc est un régime qui aujourd'hui survit grâce aux aides internationales, grâce au FMI, et donc économiquement, c'est bien grâce aux investissements directs étrangers que le Marzen survit. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment pour la question du Sahara occidental, le Marzen a pratiquement vendu le Maroc aux puissances étrangères et à des lobbies et à des grands groupes internationaux. Donc, jusqu'où il peut aller. Et donc, je serai à la place du Maroc,
je ne me réjouirai pas trop vite de ces soi-disant victoires, puisque cela reste des victoires grâce à des soutiens internationaux qui ont des intérêts économiques directs au Maroc. Mais d'un autre côté, c'est des victoires qui ne reposent surtout pas sur le droit international. Et au final, c'est bien le droit international qui prévaut. Et donc, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, c'est le droit international qui devra être appliqué, parce que un de nos présidents, que Dieu ait son âme, disait « c'est-à-dire que le droit y reste, les institutions y restent, mais les hommes partent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le droit international soit appliqué. Et donc, en appliquant le droit international, il n'y a pas d'autre solution que de demander au peuple sahraoui son avis. Je poserai juste une question à toutes ces puissances étrangères qui ont des intérêts au Maroc et qui soutiennent l'expansionnisme du Maroc. Admettons que vous forcez la main aujourd'hui pour ce statu quo, cette offre du Maroc chimérique qui est l'autonomie. Que faites-vous du peuple sahraoui? Parce que le peuple sahraoui, ce n'est pas un peuple qui va rester silencieux, les bras croisés, et qui va regarder sa terre se faire spolier, ses ressources naturelles se faire violer, sans rien dire. Donc je leur pose la question à savoir, qu'allez-vous faire du peuple sahraoui, et surtout, quelle réaction est-ce que vous allez pouvoir faire face à la réaction du peuple sahraoui, parce que le peuple sahraoui, j'en suis convaincu, il va continuer à lutter pour son indépendance, et quelle que soit la forme que prendra cette lutte, elle sera légitime. Très bien, Yefri Benzerga, vous avez parlé justement des intérêts des puissances occidentales et de leur investissement colossaux dans les territoires occupés. Ce qui me ramène vers vous, Bassem Larredji, vous avez commencé à en parler tout à l'heure justement de ces intérêts. Est-ce qu'aujourd'hui on peut prétendre que ces investissements ou cette complicité, vous l'avez dit tout à l'heure, Bassem Larredji, le Maroc est un allié traditionnel des puissances occidentales. Certains observateurs panafricains parlent même de régime relais, que le Marzen étant un régime relais des puissances occidentales. Est-ce que cet appétit des puissances occidentales aujourd'hui, qui se caractérise par ces investissements dans les territoires occupés, peut être vu comme étant le moyen d'avoir la même mise sur la région de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi sur la région du Sahel, et peut-être même un expansionnisme de la géopolitique du chaos pour avoir accès librement aux ressources colossales que représente cette région? Effectivement, dans le Sahara occidental recèle d'énormes ressources, que ce soit au niveau des minerais comme le phosphate ou des ressources halieutiques, et notamment on l'a vu à travers l'accord sur la pêche avec l'Union européenne qui a intégré ce territoire parce qu'il regorge d'importantes ressources halieutiques. Effectivement, la présence au Sahara occidental permet à certaines puissances, et notamment les puissances occidentales, d'avoir un pied dans la zone maghrébine, d'avoir un pied en Afrique du Nord, et également être très proche de l'Afrique de l'Ouest, et donc d'étendre leur zone d'influence et les possibilités d'ingérence aussi dans les pays de la région. Et en dehors de cet aspect, il y a effectivement l'intérêt, comme vous l'avez soulevé, qui est mis en avant par le Maroc pour essayer d'attirer les investisseurs étrangers dans ce territoire, et pour mettre en avant le fait qu'il développe ce territoire. C'est une manière aussi pour lui de légitimer, on va dire, directement sa présence, en disant que voilà, vous pouvez voir qu'à travers ces investissements, je contribue au développement de ce territoire qui est le Sahara occidental, et donc ça va dans l'intérêt du peuple sahraoui. Donc c'est une manière d'essayer de justifier, je dirais entre guillemets, de manière juridique, cette présence qui, d'un point de vue juridique, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, complètement illégale, bien évidemment. Très bien. Yefri Benzerga, on va revenir à cette réunion qui se tiendra à la fin du mois du Conseil de sécurité. Il y a eu le briefing du secrétaire général des Nations Unies. Il y a aussi cet appel du Front Polisario. Vous, en tant qu'amis du Sahara occidental, comment appréhendez-vous cette rencontre la fin du mois? Écoutez, j'espère pour le peuple sahraoui que la politique, ou du moins ce qui se décide dans les antichambres qui dirigent le Maroc, ne soit pas contre le peuple sahraoui. J'appelle de mes vœux à ce que le droit international soit appliqué, à ce que la mission de la MINURSO, bien entendu, puisse continuer à exercer sa mission, et qu'elle puisse enfin
mettent sur pied ce fameux référendum. Et surtout, si c'est pas le cas, il faudrait qu'au moins ils étendent la mission de la MINURSO à l'observation des droits de l'homme sur les territoires sahraouis. Moi, je le dis et j'ai une totale confiance au peuple sahraoui. Je le connais, les Sahraouis dans les camps de réfugiés. L'État sahraoui est une réalité, il faudra le rappeler. L'État sahraoui est une réalité avec ses propres institutions et que les Sahraouis sont suffisamment matures pour trouver des solutions. Et que je leur rappelle juste une chose, c'est que l'Algérie est restée 132 ans sous le joug colonial et elle a fini par être indépendante. Donc, il ne faut jamais perdre espoir, surtout quand le droit est de notre côté, surtout quand le droit international garantit au peuple sahraoui son droit le plus élémentaire qui est son droit d'exercer son autodétermination. Et donc, je leur dis qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais je le répète et je le redis encore une fois, j'espère que le Conseil de sécurité ne va pas ouvrir une boîte de Pandore dans la région, puisque cela en va de la stabilité de la région. Je ne pense pas que les Sahraouis puissent rester les bras croisés et silencieux face à une violation flagrante de leurs droits les plus élémentaires pour des questions politiques ou des questions d'intérêt économique et de lobby étrangers. Donc, je pense que les Sahraouis sont suffisamment matures et je fais confiance quand même à la maturité du Conseil de sécurité parce que on le voit, il y a une différence tout de même entre la 4e commission qui, elle statue vraiment au niveau du droit et uniquement du droit, et on voit quand même les coulisses de la réelle politique du côté du Conseil de sécurité. Donc, je porte l'espoir et le vœu à ce que le Conseil de sécurité puisse prendre ses responsabilités sur cette question-là. Très bien, Bassem Larej, à votre avis, je vous pose pratiquement la même question. Quel est votre point de vue, autant qu'expert en droit international, concernant cette rencontre du Conseil de sécurité, concernant le dossier du Sahara occidental, surtout aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous dit surtout sur le droit international, ce regain d'intérêt vis-à-vis de la question du Sahara occidental? On voit même par exemple, on a vu des pays refuser aujourd'hui la complicité dans l'exploitation des ressources du Sahara occidental. On voit les populations surtout porter un intérêt à cette colonie qu'on a oubliée ou qu'on a tenté de faire oublier durant des décennies. Qu'est-ce que ça nous dit sur le droit international aujourd'hui? Oui, pour revenir à la prochaine réunion du Conseil de sécurité, c'est une réunion extrêmement importante et qui risque d'engendrer un certain nombre de questions parce que en principe il devrait y avoir une reconduction de la mission de la MINURSO, donc ça permet en réalité aux casques bleus qui sont présents dans la zone tampon d'éviter plus ou moins, en tout cas, même s'il y a une reprise des hostilités mais qui reste assez limitée, mais en tout cas d'éviter une confrontation totale entre les combattants du Polisario et l'armée marocaine dans cette zone. Et si cette mission n'est pas renouvelée, donc ça pourrait ouvrir la voie à une reprise des hostilités à une grande échelle et peut-être on pourrait voir le Maroc être tenté par une éventuelle intervention militaire pour essayer d'occuper la partie qu'il ne contrôle pas du Sahara occidental. Et pour rappel, effectivement, on parle du Sahara occidental, on pense qu'il est totalement sous contrôle marocain, mais il y a 20% de ce territoire qui n'est pas contrôlé par le Maroc, qui est contrôlé par le Polisario, qui est situé derrière le mur de sable. Et donc, on a les casques bleus qui sont là, dans cette zone tampon, en réalité, pour éviter l'affrontement direct entre les deux parties, même si, comme je l'ai dit, il y a eu une reprise des hostilités, mais qui reste assez limitée. Donc ça, c'est une question très, très importante. Et donc, on espère effectivement que la mission de la MINURSO sera reconduite parce qu'il en va de la sécurité de la zone et du Maghreb de manière plus globale en réalité. Et effectivement, comme vous l'avez soulevé, l'intérêt d'une grande partie de l'opinion publique internationale à ces questions est aujourd'hui mise en avant en réalité. On l'a vu avec la question palestinienne et on le voit aujourd'hui également avec la question sahraoui. Justement, est-ce qu'on peut parler finalement, à la lumière de ce que vous dites, est-ce qu'on peut parler de pression réelle sur la MINURSO? Est-ce que finalement aujourd'hui la population mondiale est arrivée à un point où elle veut en finir avec la colonisation, en particulier suite au génocide qu'a subi le peuple palestinien à Gaza? Malheureusement, je dirais qu'effectivement, on a un décalage entre, je dirais, la société civile internationale, avec l'exemple que vous avez soulevé, celui de Gaza, où il y avait la communauté internationale, je parle de la population civile bien évidemment, qui était derrière
la population civile gazaoui, qui était pour l'arrêt du génocide israélien contre la population civile à Gaza. Mais on a vu malheureusement sur le plan politique, et toujours le problème au niveau du Conseil de sécurité, ça ne suivait pas, parce qu'il y avait un État, et notamment en l'occurrence les États-Unis, l'allié d'Israël, qui ont empêché l'adoption de toute résolution condamnant Israël en utilisant son droit de veto. Et malheureusement, c'est la même chose par rapport au peuple sahraoui. Comme je disais, il y a un décalage entre le niveau juridique et le niveau de la société civile internationale et le niveau politique, notamment pour ce qui est des membres permanents du Conseil de sécurité qui ont ce droit de veto, finalement, qui peut remettre totalement en réalité le droit international lorsque ça les concerne, lorsque ça concerne leurs alliés directs. Très bien, vous avez parlé du mur de sable. Bassem, je rappelle que c'est un mur de l'apartheid. Je viens vers vous. Yefri Benzerga, dans sa proposition, le Front Polisario affirme être prêt à la négociation. Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui par la négociation et surtout dans quelle mesure l'occupant est-il disposé à négocier, lui qui bloque le dossier en particulier depuis qu'il a violé le cessez-le-feu en 2020? Le Front Polisario, en fait, n'a jamais été contre les négociations. Il a toujours été pour des négociations franches et directes. C'est toujours le Maroc qui a toujours refusé de négocier et de revenir à la table des négociations sous l'égide de l'ONU. Et bien entendu, alors le Maroc essaye à chaque fois d'inclure l'Algérie, qui, rappelons-le, n'est pas partie prenante de ce conflit. L'Algérie, elle est là en tant que pays observateur et comme soutien à un peuple qui exprime son envie à l'autodétermination. Donc, le Front Polisario a toujours été clair, net et précis sur ses demandes et surtout par rapport à ces négociations. Je pense que le salut et la solution pourraient aussi en grande partie revenir de deux acteurs principaux mondiaux. Premièrement, l'Union africaine, dont la RASD est membre fondateur. Et deuxièmement, de l'Organisation des pays des non-alignés. Et je pense que ces deux organismes internationaux qui regroupent la majeure partie de ce qu'on appelle le tiers-monde et les sous-continents, parce que ces pays et ces organismes et ces organisations, il faut qu'elles reviennent à l'essence même de leur combat, à l'essence même de leur histoire, parce que la plupart de ces pays-là étaient sous le joug colonial, la plupart de ces pays-là, si ce n'est la majorité ou la totalité, étaient sous domination coloniale. Et donc, je pense qu'il faut que ces pays reviennent à leur essence même et à leur histoire pour défendre le peuple sahraoui. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un conflit parfois qui est un petit peu oublié. Je ne pense pas que si l'évolution au niveau du Conseil de sécurité va dans un sens, je ne pense pas que le peuple sahraoui va se taire et ce conflit sera encore plus connu qu'il l'est aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, le Front Polisario n'arrête pas de tendre la main au Makhzen pour qu'il puisse négocier et c'est toujours le Maroc qui se défausse et qui ne veut pas revenir à la table de négociation. Et je pense qu'à un moment donné, le Maroc n'aura pas d'autre solution que de revenir s'asseoir à la table de négociation avec le peuple sahraoui. Et puis, si vous me permettez une petite parenthèse, on entend par-ci et par-là depuis un certain nombre de temps, le Maroc et d'autres puissances essayent de faire inclure l'Algérie comme partie prenante de ce conflit. Premièrement, l'Algérie n'est pas partie prenante de ce conflit, loin de là. Et puis, rappelons que l'Algérie, tout de même, elle a une histoire séculaire qui repose sur la non-ingérence des affaires des États et surtout pour la résolution pacifique des conflits. Et donc, ceux qui veulent impliquer l'Algérie dans un conflit entre deux protagonistes que sont le Front Polisario et le Maroc méconnaissent totalement la diplomatie algérienne, méconnaissent totalement la politique et la doctrine de la politique étrangère algérienne. Mais je rappelle quand même que l'Algérie est un pays qui est pivot de la région et c'est un pays qui sait se faire entendre et saura se faire entendre si le cas échéant.
Très bien, Yaferi Ben Zerga, merci pour cette précision. Je viens vers vous, Bassem Laredj. Au sein de l'administration américaine, depuis que la position concernant le Sahara occidental a toujours été claire. D'abord, dans le cadre de la guerre froide, il fallait gagner cet allié. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Maroc est un allié traditionnel de l'Occident. Mais aujourd'hui, au sein de l'administration, que ce soit l'administration de Biden ou l'administration de Trump, on voit comme un vent de contradiction entre les différentes composantes de cette administration. Il y a même du département d'État où la discussion sur les maintiens de la mission de la paix et le financement américain apporté à l'ONU est devenue une discussion charnière. On voit aussi au sein de l'administration américaine ou l'administration Trump où le budget devient une obsession, l'argent devient une obsession aujourd'hui. Parler du fait que les think tanks marocains prennent beaucoup d'argent, l'ONU prend beaucoup d'argent. Quel impact pourrait avoir justement cette contradiction au sein même de l'administration américaine? Je rappelle que jamais l'administration américaine n'a été remplie de contradictions, que ce soit sur la question de la Palestine, que ce soit sur la question du Sahara occidental, que ce soit sur la question des relations internationales. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes internes à l'administration américaine, où il y a même aujourd'hui des manifestations contre les politiques de Trump, justement, que ce soit interne ou internationale, comment toute cette politique interne au sein de l'administration, au sein de la société américaine, peut-elle avoir un impact sur la réunion qui se tiendra à l'ONU à la fin du mois? Par rapport à la politique intérieure américaine, effectivement, on voit qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des tensions qui secouent la société américaine par rapport à la politique de l'administration Trump et sa méthode, on va dire, de faire fonctionner les choses. Et c'est la même chose par rapport sur le plan international. Et si on revient sur le dossier du Sahara occidental, effectivement, jusqu'au premier mandat du président Trump, on va dire que l'administration américaine avait joué la carte de la neutralité, entre guillemets, sur ce dossier, même si on savait qu'il était plus proche en réalité des thèses marocaines. Et par contre, lors de la fin de son premier mandat, le président américain Donald Trump avait, on va dire, il y a eu un deal en réalité. Il a finalement conditionné la reconnaissance de... Malheureusement, Bassem, on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Je rappelle que vous êtes expert en droit international. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné de Yaferi Ben Zerga, un ami de la cause sahraoui. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes et à la semaine prochaine.